police bissau-guinéenne a empêché une conférence de presse du PAIGC. Instable pays ouest africain, la Guinée-Bissau est dans une impasse politique depuis le second tour de la présidentielle du 29 décembre. Un ancien condamné de la CPI a invité jeudi une milice à cesser de massacrer des civils en Ituri dans le nord-est de la RDC. Thomas Lubanga les a mis en garde contre des crimes contre l'humanité. L'Institut national de recherche biomédicale à Kinshasa a reçu un échantillon de tisane Covid organique. L'OMS a rappelé à l'ordre jeudi les dirigeants africains contre la tentation de la promouvoir sans test scientifique. C'est là les grands titres développés au cours de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. La police bissau-guinéenne a dispersé jeudi des députés du plus grand parti politique du pays, le PAIGC, qui devrait tenir une conférence de presse à l'Assemblée nationale. Selon cette formation politique, il y a également un journaliste de l'AFP, la Guinée-Bissau, instable pays ouest africain, est dans une impasse politique depuis le second tour de l'élection présidentielle qui s'est tenue le 29 décembre dernier. Reportage. Après 4 mois de blocage, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, médiatrice dans les crises chroniques qui secouent le pays, a annoncé le 23 avril reconnaître l'opposant ES Premier ministre Umaru Sissoco Embalo comme président. Mais le chef du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, Domingos Simoes Pereira, conteste toujours sa défaite au second tour face à Embalo, donné vainqueur à plusieurs reprises par la Commission nationale électorale. Des policiers lourdement armés ont interdit l'accès au Parlement pour y tenir une conférence de presse à des députés du PAIGC, parti historique qui détient le plus grand nombre de sièges, selon un journaliste de l'AFP. Le ministre de l'Intérieur, Botier Kandé, en isolement à Bissau à cause du coronavirus, n'était pas joignable, tout comme d'autres membres du gouvernement contactés par l'AFP. Des forces de l'ordre ont été déployées tout autour du Parlement pour empêcher la majorité de tenir un point de presse, a affirmé à la presse le chef du groupe parlementaire du PAIGC. Le PAIGC a remporté, rappelons-le, les élections législatives de mars 2019 avec une majorité relative de 47 sièges sur 102. Aucune session n'est programmée pour ce jeudi. Au nom de quoi ce parti veut-il envahir et occuper illégalement le Parlement, a déclaré à l'AFP le député Abdou Mané, chef du groupe parlementaire affilié au président Embalo. La CEDEAO a demandé à Embalo de nommer un nouveau Premier ministre et un gouvernement au plus tard le 22 mai prochain. Au Lesotho, le Premier ministre contesté confirme sa promesse de démissionner avant le 31 juillet prochain. Cependant, Thomas Thabane n'a précisé aucune date, mais son intention indique qu'une étape importante dans cette direction a été franchie avec la promulgation d'une réforme constitutionnelle. Malgré les pressions de sa coalition gouvernementale qui exige son départ au plus vite, le Premier ministre du Lesotho, Thomas Thabane, laisse le flou régner. Même s'il a promis de démissionner avant le 31 juillet, l'homme n'a donné aucune date précise. Permettez-moi d'annoncer aujourd'hui qu'une étape importante menant à ma retraite a été franchie avec la promulgation du 9e amendement de la Constitution. En conséquence, le gouvernement et mon parti vont finaliser la procédure menant à ma démission. Thomas Thabane a dit espérer que les préparatifs pourront être bouclés le plus vite possible. Le petit royaume traverse une grave crise politique depuis la mise en cause en début d'année du chef du gouvernement dans le meurtre de son ex-épouse en 2017. Son propre parti, la Convention de tous les Basotho et la coalition au pouvoir exigent depuis son départ, mais le chef du gouvernement s'accroche à son poste et n'a promis de le quitter que d'ici à la fin juillet. Le roi Letsi III a promulgué une réforme constitutionnelle qui impose au chef du gouvernement d'obtenir l'accord d'une majorité de parlementaires pour dissoudre le Parlement et organiser de nouvelles élections. Le président du Malawi, Petrus Mutharika, a déposé officiellement sa candidature à sa propre succession qui se joue à partir donc, du 2 juillet prochain et ce, après l'annulation pour fraude de sa victoire l'an dernier. Candidat à sa propre succession, le président Lazarus Chakwera sera opposé à Peter Mutharika, soutenu par l'UTM de Solos Chilima.
pour la présidentielle qui se rejouera le 2 juillet prochain. Les deux rivaux ont déposé leur candidature mercredi et jeudi devant la commission électorale. Au pouvoir depuis 2014, Peter Mutharika a été réélu en mai 2019 pour un deuxième mandat dès le premier tour du scrutin. Il a été crédité par la commission électorale locale de 38,5% des suffrages contre 35,4% des voix pour le chef de l'opposition, Lazarus Chakwera. Mais saisi par l'opposition, la Cour constitutionnelle a annulé en février dernier la victoire du sortant pour cause de fraude caractérisée. Elle a ordonné une nouvelle élection programmée le 2 juillet prochain, mais Peter Mutharika a fait appel de l'invalidation du scrutin et la justice doit rendre sa décision ce vendredi. Cette élection n'est pas la volonté du peuple. Par conséquent, j'appelle tous les Malawites à se présenter pour s'inscrire et voter afin de rétablir la volonté du peuple qui a été exprimée lors des élections de mai 2019. Aux participants du DPP et de l'UDF, j'ai un message. Nous sommes les personnes qui peuvent sauver ce pays. Nous sommes les personnes qui peuvent développer ce pays. Restons unis et battons-nous ensemble. Et ensemble, nous nous battrons et nous remporterons la victoire. Le président sortant Peter Mutharika a également présenté ce jeudi son candidat à la vice-présidence, Atupele Moluzi, fils de l'ancien chef de l'État Bakili Moluzi. Arrivé en 4e position avec 4,6% des suffrages, lors du scrutin de 2019, Atupele Moluzi a décidé de ne pas se présenter à la présidentielle prévue en juillet. L'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne Guillaume Soro est visé par une plainte en France. Il est accusé d'assassinat et de crimes de guerre. Une plainte émanant des avocats de 6 personnes qui se sont constituées partie civile a été déposée contre l'ancien Premier ministre ivoirien Guillaume Soro à Paris ce jeudi. Les plaignants accusent l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne de torture, assassinat et crimes de guerre pour des faits communs lorsqu'il était le chef des forces nouvelles entre 2003 et 2011. De nationalité ivoirienne et française, les plaignants affirment que le désormais opposant en exil a commandité la mort de 5 personnes lors d'actes visant à asseoir son leadership sur le mouvement. 2 séries de faits sont contenues dans cette plainte. La première concerne le meurtre d'Ibrahim Koulibaly, tué le 27 avril 2011 à Abidjan, à peine plus de 2 semaines après la victoire du camp Ouattara. L'autre épisode développé dans cette plainte date de juin 2004. Il concerne Kassoum Bamba et Abdoulaye Doumbia, tous 2 fidèles d'Ibrahim Koulibaly. Le premier est exécuté après la prise du camp rebelle qu'il dirige à Bouaké par des hommes de Guillaume Soro selon les plaignants. Le second, lui, a été identifié par l'ONU parmi une centaine de corps retrouvés dans un charnier à Korogo où quelques jours plus tôt, des affrontements avaient opposé 2 factions des forces nouvelles, celle d'Ibrahim Koulibaly et celle de Guillaume Soro, vainqueur de ce conflit fratricide. Par ailleurs, maître Noémie Saïdi Cotier, une des avocates des partis civils, assure que ce dossier n'est pas lié au calendrier électoral en Côte d'Ivoire. Les faits dénoncés dans cette plainte sont faux et j'ai donné instruction à mes avocats de déposer une plainte en dénonciation calomnieuse, a réagi Guillaume Soro par l'intermédiaire d'un de ses conseils, maître Jean-Marc Fédida. Un ancien condamné de la Cour pénale internationale a invité jeudi une milice à cesser de massacrer des civils en Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Il les met également en garde contre des crimes contre l'humanité dans une conférence de presse. J'invite mes frères de la coopérative pour le développement du Congo à arrêter leur entreprise criminelle consistant à verser sans raison valable le sang de leurs frères et sœurs des territoires de Djougou et Mahagi en Ituri, a déclaré à l'AFP l'ancien condamné Thomas Lubanga. Je les avertis que l'ONU parle déjà de crimes contre l'humanité. Il est temps d'écouter et de suivre la voie de la raison en prenant la main tendue du chef de l'État Félix Tshisekedi qui est disponible
disposés à les écouter, a-t-il ajouté. En Ituri, les militaires de l'armée régulière combattent le groupe armé Codeco. Ce dernier prétend défendre les intérêts de la communauté Lendu, constituée d'agriculteurs, face à une autre communauté, les Emma, éleveurs et commerçants. Plus de 700 civils ont été tués dans de nouvelles violences depuis décembre 2017, d'après les Nations Unies qui parlent d'un possible crime contre l'humanité. Les victimes de ces tueries se comptent aussi parmi plusieurs autres communautés. Premier ministre condamné dans l'histoire de la CPI, Thomas Lubanga est sorti de prison le 15 mars après avoir purgé une peine de 14 ans de prison qui lui avait été infligée pour enrôlement d'enfants dans le conflit en Ituri au début des années 2000 qui avait fait des milliers de morts. On reste en RDC où l'Institut national de recherche biomédicale à Kinshasa a reçu un échantillon des tisanes Covid organiques présentées par le président malgache André Rajoelina comme un remède contre le coronavirus et livré dans plusieurs pays du continent africain. Les éventuels effets de cette tisane à base d'artémisia, une plante à l'effet thérapeutique reconnu contre le paludisme, n'ont été validés par aucune étude scientifique. L'OMS a rappelé à l'ordre jeudi les dirigeants africains contre la tentation de faire la promotion de ces produits sans test scientifique. C'est une information sur laquelle nous reviendrons plus amplement dans nos prochaines éditions. Le ministre vénézuélien de la Communication, Jorge Rodriguez, a déclaré que 23 hommes sont détenus dans le cadre d'une supposée opération visant à renverser le président Nicolás Maduro. Il a fait cette déclaration lors d'une conférence de presse jeudi. On l'écoute. La synchronie parfaite de l'union civico-militaire, politique et de toutes les villes des côtes vénézuéliennes pour détecter ces déserteurs qui sont en train de fuir désespérément en ce moment nous a permis de capturer 23 de ces terroristes qui sont venus dans ces 2 bateaux dimanche 3 mai. La relation de Juan Guaidó est claire. La relation d'Antonio Sequeira est claire. La relation de Cliver Alcalá Córdenes est claire. La relation d'Ivan Simonovic avec les trafiquants de drogue est claire. Comme dans le cas de Doble Rueda ou dans le cas de Socorro Hernández, qui a été capturé en tant que chef logistique de toute l'action criminelle des jours précédents. Et ce gouvernement des États-Unis ne dit absolument rien. L'implication brutale et intense du gouvernement colombien dirigé par Ivan Duque pour couvrir tous les actes criminels et violents contre le Venezuela est désormais parfaitement claire. C'est tout pour ce journal. Bon week-end en compagnie de programme de Siga.